Salut les cinéphiles, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Cinéma sur NRTV, celle du mois de mars où l'on va débattre ensemble des films qui font l'actualité en salle ou sur les plateformes, ensemble avec mes chroniqueurs qui sont là chaque mois. Patrick Danton, salut Patrick. Salut Alex. Patrick, ça va? Tu m'as dit avant d'enregistrer que tu allais balbutier dans cette émission. Non, quand on rigolait avant, là, je bafouillais un peu, donc je sais pas, j'espère que ça va pas se reproduire. On verra blabla bien. D'accord, on va espérer que ça tienne. Thibaut Ducré, salut Thibaut. Salut Alex. Thibaut, tu as mis un t-shirt thématique. Absolument. Sauf qu'on va pas parler de dinosaures. Non, malheureusement pas. Voilà, mais on va parler donc de Steven Spielberg, puisque notre film du mois, eh bien, c'est son nouveau film, ça s'appelle The Fabelmans. C'est un drame autobiographique acclamé par la presse et bien placé pour la course aux Oscars. Il est en salle et c'est donc notre film de ce mois. Et puis ensuite, on va monter sur le ring avec Creed 3, suite des combats de boxe d'Adonis Creed, alias Michael B. Jordan, héritier de Rocky Balboa, et pour la première fois de la saga sans Sylvester Stallone à l'écran. Et ce film, il est en salle depuis le 1er mars. Et enfin, Isabelle Huppert, Fabrice Lucchini, Danny Boone et André Dussolier sont à l'affiche de Mon Crime. C'est un vaudeville adapté d'une pièce de théâtre des années 30. Oui, des années 30, voilà, je me perds dans mes notes, signé François Ozon. Et le film est à voir en salle à partir du 8 mars. Et bien sûr, les news ciné, mais aussi l'agenda de Patrick et les coups de cœur de nos critiques. Mais on va commencer avec le débat. On parle de cinéma au cinéma avec ces magnifiques images signées Steven Spielberg. Regardez. Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais. On va faire quoi comme film ? Tu les aimes énormément, hein? Tes sœurs, ta maman, ton papa, seulement. Ça, je crois que tu l'aimes encore plus. Tu déprécies tout ce qu'il fait d'un peu léger ou imaginatif. Il ne suffit pas d'aimer quelque chose, il faut aussi en prendre soin. C'est plus important que ton hobby. Arrête d'appeler ça un hobby. La famille, l'art. Oh, ça va te déchirer en deux. Rien n'arrive jamais sans une bonne raison. Est-ce que tu as préféré? Voilà, c'est librement inspiré de la vie de Steven Spielberg, même si je vous avoue que dans chaque plan, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de voir le petit Steven qui découvre le cinéma, tourne ses premiers courts-métrages et doit affronter le divorce de ses parents et les remarques antisémites à l'école. Alors au casting, il y a Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen ou le jeune Gabriel Labelle dans le rôle du jeune cinéaste en devenir. The Fabelmans, il est sorti il y a plus de 4 mois aux États-Unis, lui permettant de décrocher le Golden Globe du meilleur film dramatique et du meilleur réalisateur pour Spielberg et d'être parmi les favoris aux prochains Oscars avec pas loin de 7 nominations. Et puis chez nous, eh bien, le film est sorti le 22 février, il est toujours en salle. Alors, est-ce qu'il faut aller voir The Fabelmans de Steven Spielberg, comme le dit peut-être ton t-shirt, Thibaut? Mais oui, mais de toute façon, il faut aller voir tous les Spielberg, quoi qu'il en soit. Mais alors, particulièrement celui-ci, on a affaire à nouveau à un chef-d'œuvre après West Side Story qui date il n'y a pas si longtemps. Qu'on avait largement plébiscité dans cette émission, souvenez-vous. Et je vais le plébisciter tout autant, ce Fabelmans, parce que moi, ça m'hallucine qu'ils soient encore capables voilà, de livrer un tel film. On aurait pu s'attendre à, comme il parle de sa propre histoire, à quelque chose de très autocentré, voilà, qui peine justement à atteindre l'universel. Et ça fait un bon moment qu'il travaille la thématique voilà, du divorce de ses parents, qui l'a profondément marqué. On avait ça dans E.T., dans Rencontre du troisième type. Là, c'est vraiment, il l'aborde frontalement ce coup-ci. Et en fait, il arrive à en faire une vraie histoire universelle qui parle à la fois de la famille et voilà, des conflits familiaux qu'il peut y avoir, mais aussi du cinéma, parce qu'il explique aussi voilà, comment est né son amour du cinéma, comment il s'est construit en tant que cinéaste en essayant justement de balancer la famille et l'art, comme lui explique son oncle dans une scène très importante de ce film-là. Et on a du coup un film absolument passionnant, une vraie déclaration d'amour au cinéma. Donc oui, à voir absolument au cinéma. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi Thibaut, un très grand film qui m'a vraiment bouleversé. Et Patrick, parce que c'est vrai, ce film-là, ça
parle, oui, de l'intime, mais ça parle surtout et avant tout du pouvoir des images aussi. Ben, c'est ça, c'est ce qui est très beau en fait dans le film, c'est comment la vie privée, ce qui s'y passe, sa vie, le déroulement de la vie de sa famille, va s'imbriquer avec le cinéma, avec le pouvoir qu'a le cinéma aussi, qui tout d'un coup va être révélateur de certaines choses, qui peut aussi tout d'un coup glorifier quelque chose ou quelqu'un, ou au contraire déprécier quelqu'un. Le pouvoir que lui va découvrir avec le pouvoir du cinéma, et ça c'est vraiment très intéressant dans le film. Il y a plusieurs couches comme ça. C'est aussi un très beau film sur le fait de suivre son destin et ce qu'on veut faire. À travers lui, bien entendu, à travers le personnage de la mère aussi, qui tout d'un coup, on va comprendre qu'il y a plusieurs influences de la part de ses parents, aussi dans sa façon de percevoir la vie, de s'accrocher à ses passions, d'aller au bout de ses rêves. Et ça, c'est vraiment magnifique aussi, quoi. Ouais, alors c'est vrai que le film est acclamé par la presse internationale, hein. D'ailleurs, on a rarement vu un tel consensus. D'ailleurs, la preuve autour de ce plateau, hein, on est tous les trois unanimes. Mais alors, Thibaut, comment expliquer que ce film fut un échec cuisant au box-office américain? On va parler de chez nous avec Patrick, mais comment expliquer déjà qu'à chez les Américains, ce film se soit planté? C'est le grand mystère. On est visiblement dans une époque où les films, s'ils ne sont pas issus d'une grosse franchise préexistante et installée, ils ont beaucoup de peine à se faire une place. Là, on a vu justement plusieurs projets très personnels de grands cinéastes ces derniers temps se casser la gueule de la même façon que Fabelmans. Ça a été le cas pour Babylone de Damien Chazelle. Ça a été le cas aussi actuellement pour Empire of Light, le nouveau Sam Mendes. On a visiblement de la peine à vendre ces films-là auprès du public qui, du coup, perd de l'intérêt pour ces propositions-là. Et chez nous, Patrick, en francophonie et puis en Suisse romande, il y a un espoir que ce film marche quand même? Alors, ça se passe plutôt mieux que ce qu'imaginait le distributeur. Ouais. Il m'a confié qu'en fait, ils avaient fait le double au niveau des entrées en Suisse romande que ce qu'ils imaginaient. Il n'est encore pas sorti en Suisse allemande. Je pense que ça peut bien marcher en Suisse allemande aussi. Tous ces films-là, on n'a pas vu encore Empire of Light au niveau des résultats parce qu'il vient de sortir aussi, mais que ça soit Babylone ou ce film de Spielberg, ils ont mieux marché en Europe par rapport à ce qu'ils ont fait aux États-Unis dans le ratio, si on veut. Donc les Européens sont peut-être un petit peu plus ouverts, plus sensibles aux films qui parlent de cinéma. Peut-être au cinéma d'auteur finalement, parce que c'est vrai que Spielberg, il y a le côté cinéma d'auteur en l'occurrence là-dedans, mais on a aussi eu le côté commercial des grandes sagas, Jurassic Park, ce genre de choses, qui sont ailleurs et qui du coup vont plus parler au public américain, au mainstream, au grand public américain. En résumé, The Fabelmans de Steven Spielberg, est-ce qu'on conseille, Thibaut? Évidemment. Oui, courez-y. Courez-y, Patrick. Oui, c'est un film bouleversant qui parle du cinéma, de l'amour du cinéma, de la vie, de la complexité de la vie. Allons-y. Allons-y donc voir ce Fabelmans qui est encore en salle. Je vous le disais, et puis on passe à toute autre chose, puisque là, on va gonfler les pectoraux, on enfile les gants de boxe, on met son dentier, puis on se prépare à encaisser les coups avec un affrontement de frères ennemis. C'est Creed 3, regardez. Damien était comme mon frère. On peut même plus se parler. Faut peut-être que ça se joue sur le ring. These are family ties, I recognize mine, I know that they needed me. Traumatic stress, watch it manifest, got my only fear, I ain't scared of death. Did you hear me yet? I ain't scared of death. Did you hear me yet? What you gonna do, threaten to take my breath? Il faut que t'arrêtes avec la peur, la culpabilité. Arrête avec le passé et regarde le présent. I feel those chains are breaking, yeah. I fear God, I don't fear death. I see those stripes and take a step. Voilà, Creed, vous le savez sûrement, c'est l'héritage de la saga Rocky, avec un nouveau héros, Adonis Creed, qui n'est autre que le fils de l'ancien adversaire Apollo Creed, qui était face à Rocky Balboa, et puis qui était devenu petit à petit son mentor dans la saga. Et puis après 2 premiers films, Creed, l'acteur Michael B. Jordan passe cette fois devant et derrière la caméra pour son premier film sur ce nouvel affrontement. Pour la première fois aussi sans Sylvester Stallone en Rocky, qui a raccroché les gants et qui laisse visiblement la relève se débrouiller sans lui. Du coup, Patrick, j'ai envie de te demander, la première fois sans Stallone en Rocky, est-ce que ça marche, ce Creed 3 ? Alors, je trouve que Stallone manque terriblement dans le film. Je trouve que la présence de Sylvester Stallone amenait en fait un lien avec toute la saga Rocky.
Et puis un poids du passé, ces choses-là dans le film, une espèce de nostalgie aussi, qui était très touchante, et puis qui rendait les relations entre les personnages très, très touchantes et attachantes. En fait. Mais est-ce que c'est pas mieux finalement que Stallone ne soit pas là pour ce film-là et puis qu'on laisse Michael B. Jordan exister et puis faire exister Adonis Creed? En fait, oui, alors il va essayer, puis le scénario essaye aussi de reprendre ces choses-là, c'est-à-dire qu'il y a un côté nostalgique parce que là c'est un copain ancien qui revient, et puis on essaye toujours de faire marcher un peu le poids du passé avec la présence de la mère aussi, de Creed, etc. et tout. Mais je trouve que du coup, sans cette présence-là, les ficelles, je disais, l'émotion et la nostalgie est moins présente, et du coup les ficelles du scénario qui ont toujours été un peu grosses dans la saga apparaissent un petit peu plus, quoi. Et du coup c'est un petit peu moins subtil ou touchant. Ouais. Voilà. C'est une saga qu'on aime, Rocky, quand même, on va le préciser. Patrick, et puis moi j'adore Creed, les deux premiers. Et tu aimes les deux premiers Creed. Thibaut, je te donne juste la parole, savoir toi comment tu te positionnes, et puis est-ce que ce Creed 3 t'aurait convaincu par rapport peut-être aux deux précédents? Écoute, moi j'avais un problème avec la saga Creed, c'est que autant j'aimais beaucoup le traitement qui était fait de Rocky, justement en mentor vieillissant et malade, autant j'avais un souci avec le personnage d'Adonis Creed lui-même que je peinais vraiment à trouver intéressant, et je trouve qu'on a de la peine à le faire exister. Là justement, à ma grande surprise, j'ai plutôt apprécié ce troisième film, parce que pour moi c'est dans ce film-là que le personnage existe pour de bon. Je trouve un peu gênant justement le fait qu'il plus aucune mention de Rocky. Bon, Stallone est fâché avec les producteurs, tout ça. Ça s'est un peu mal terminé. Mais là, c'est comme si Rocky n'avait jamais existé. Il n'y a vraiment aucune mention à son sujet. Mais pour le coup, le personnage d'Adonis Creed existe pour de bon, parce qu'en face de lui, on a enfin, là aussi, un vrai antagoniste. Ah ouais, il est super. Aussi, Jonathan Myers. Dans les précédents épisodes. Là, il y a un lien, une relation vraiment très forte entre les deux. Et du coup, il y a des vrais enjeux qui se créent. Et ça permet au personnage de Creed d'exister pour de bon. Alors, c'est la première réalisation de Michael B. Jordan, donc voilà, c'est encore un peu... C'est assez classique. Un peu frais, c'est assez classique. Je trouve qu'il est un peu maladroit dans le drame certaines fois, mais voilà, il tente aussi quelque chose, aussi au niveau de la mise en scène, notamment dans le combat final, où il tente une approche un peu plus abstraite, où il fait disparaître le public, il isole les deux combattants. Donc voilà, il y a des choses intéressantes, et je trouve que ça pourrait être, je ne sais pas s'il y en a d'autres de prévus, mais ça pourrait être une bonne conclusion à la saga. Une bonne conclusion donc à la saga, ça pourrait s'arrêter sur une trilogie Creed finalement. Mais bon, je pense qu'ils vont en faire d'autres, parce que je crois que ça plaît au public. Alors Thibaut, on aura compris, ce Creed 3 meilleur que les deux premiers pour toi. Patrick, moins bon que les deux premiers. Bon, zut. Mais pas juste parce qu'il manque Stallone, quoi. Ouais, il manque cette atmosphère, c'est ce poids du passé un petit peu dans le film, qui était une chose qui me plaisait beaucoup. Bon, mais est-ce qu'on recommande quand même d'aller voir Creed 3 au cinéma, Patrick? Si c'est notre truc et qu'on aime ça, allons-y, sans problème. Et alors Thibaut, ça m'étonne plus de toi, mais finalement... Oui, écoute, à ma grande surprise, oui, je pense que c'est un conseil. Et bon, voilà, donc on va voir le Spielberg, on va voir Creed 3, et alors, est-ce qu'on va voir Mon Crime? C'est un petit vaudeville, enfin un petit vaudeville ou un grand vaudeville, on va voir. Est-ce que ça vous dit? En tout cas, regardez les images, elles sont signées François Ozon. Je suis une mauvaise actrice, toi une mauvaise avocate. Nous devons s'imployer. Demain, nous serons à la rue. Sûrement une bonne nouvelle. Inspecteur de la Sûreté. Vous aviez bien rendez-vous chez Monsieur Montferrand? Oui. Monsieur Montferrand est mort. Il a été assassiné. J'avoue que sa mort soudaine est l'un des événements les plus heureux de ma vie. Monsieur Montferrand m'a sauté dessus. Enfin, mademoiselle. C'est un vieux cochon. Et elle aurait 5 ans de prison? Pas forcément. Légitime défense. Alors c'est moi. Vous avouez, je suis le plus heureux des hommes. Moi aussi. Enfin, des femmes. Adapté d'une pièce de théâtre des années 30, Mon Crime raconte l'aventure de la jeune actrice Madeleine Verdier, incarnée par, je vais essayer de le prononcer correctement, Nadia Tereskiewicz, qui vient d'ailleurs de remporter le César du meilleur espoir féminin, et donc qui se voit accusée du meurtre d'un riche homme d'affaires. Elle va plaider pour légitime défense grâce à son avocate, incarnée par Rebecca Marder, et connaître alors le succès. Au casting, on retrouve, vous l'avez vu, Isabelle Huppert, Danny Boone, Fabrice Lucchini, André Dussolier et d'autres, dans un film signé François Ozon, cinéaste très prolifique, que l'on connaît notamment pour 8 femmes ou Potiche. Alors, petit ou grand vaudeville, Thibaut?
Petit, plutôt petit. En fait, je trouve intéressant, François Ozon assume vraiment d'adapter une pièce de vaudeville de 1934, et donc il assume voilà, une mise en scène justement assez théâtrale. Les acteurs aussi se font plaisir en faisant des caisses à tous les niveaux, et du coup c'est rigolo, ça a un aspect un peu charmant comme ça. Maintenant, je trouve que c'est aussi sa limite, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, ça va pas beaucoup plus loin. Alors oui, il y a un vague discours féministe qu'on peut réactualiser aujourd'hui. Oui, là-dessus, c'est pertinent, d'ailleurs. Oui, c'est pertinent, il y a des choses intéressantes à ce niveau-là. Maintenant, ça reste globalement un petit Ozon assez inoffensif, pas déplaisant, mais voilà, qui n'est pas ce qui nous a servi de mieux. Ah, pas déplaisant, mais voilà, pas ce qui nous a servi de mieux. En fait, c'est moi qui bafouille. Voilà. Bon, ce casting, parlons-en, Patrick, parce qu'effectivement, moi, j'étais très surpris de voir Danny Boone là-dedans. Je le trouve excellent. Fabrice Lucchini, c'est du Fabrice Lucchini. Isabelle Huppert en fait des caisses, certes, mais aussi les deux jeunes actrices dans les premiers rôles sont plutôt pas mal. C'est vrai que c'est le point fort du film, quelque part. Il y a une direction d'acteur qui est vraiment faite. Il parle comme à l'époque, il joue de manière un peu théâtrale, enfin tout est un petit peu comme ça. Et puis je trouve que ça amène quelque chose qui est assez sympathique. Il faut rentrer dedans quand même par rapport à cette façon de parler, cette façon de jouer. C'est vraiment du texte des années 30. Une fois qu'on est dedans, c'est assez agréable. Après, effectivement, on sent peut-être le côté pièce de théâtre, même si Ozon essaye vraiment d'éclater un peu sa mise en scène, il met du noir et blanc, de la couleur, il fait quelques plans à l'extérieur assez originaux, etc. Et tout. Mais malgré tout, on sent que c'est limité à une pièce de théâtre, qu'on est souvent enfermé avec des scènes qui sont dialoguées de manière assez longue quand même. Mais voilà, il y a de l'humour, c'est sympathique, c'est assez léger. Il y a aussi une réflexion sur la manipulation de l'information qui est assez intéressante maintenant aussi. Oui. Donc voilà, c'est tout à fait plaisant. D'accord. Finalement, je crois que je suis d'accord avec vous deux. Et puis, j'ai l'impression qu'on est d'accord sur tout aujourd'hui, les amis. Formidable. Voilà, il y a des émissions comme ça, où on est d'accord sur tout. Pour résumer, Thibaut, est-ce que Mon crime de François Ozon, on va le voir ou pas ? Écoutez, privilégiez les deux premiers films dont on a parlé, surtout le premier. Maintenant, si vous avez une envie d'un troisième film, pourquoi pas ? Patrick. Voilà, après, c'est des publics très différents aussi, Creed, Ozon. Voilà, si on aime ce genre, si on aime le cinéma d'Ozon, puis c'est un réalisateur français important. Donc je pense que c'est important de le suivre aussi. Oui, et comme tu l'as dit, voilà pourquoi nous avons choisi ces trois films, car ils parlent à trois publics différents. Comme ça, nous avons un bel équilibre dans cette émission cinéma. Messieurs, merci beaucoup pour ce débat critique. On passe tout de suite aux news cinéma du mois. Alors, on va revenir déjà, puisque notre film du mois précédent, c'était Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Et puis, il y avait beaucoup d'enjeux autour de la commercialisation du film, énorme budget, énorme attente commerciale. Alors aujourd'hui, on en arrive, je vous le dis, à plus de 4 millions d'entrées à l'heure où on parle, début mars. Alors est-ce que c'est un échec ou une réussite, Thibaut ? Comment est-ce qu'on analyse ces chiffres ? Visiblement, c'est plutôt une réussite. Enfin, je crois qu'ils en sont plutôt contents, en tout cas. Après, voilà, il y a le succès au niveau des chiffres. Maintenant, je ne veux pas prétendre connaître l'avis général du public, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait un vrai engouement pour le film. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont allés le voir parce qu'il y avait, on en a beaucoup parlé en mal aussi, ce qui a pu encourager. Il y a aussi tout l'aspect marketing, des guests, etc., qu'on a évoqué. Maintenant, je ne sais pas si tous les gens qui sont allés le voir en sont ressortis spécialement satisfaits. Donc oui, ça a bien marché, tant mieux pour eux. Maintenant... Patrick, il faut comparer quand même, parce que, alors, je dis plus de 4 millions d'entrées, c'est en francophonie, donc ça englobe la France, la Suisse romande, la Belgique et autres. Mais comparons quand même avec ce qui est comparable. Mission Cléopâtre à l'époque d'Alain Chabat. Bah si, 14,5 millions à la fin. Tu prends n'importe quel film qui est sorti à cette époque, le cinéma ne fait plus autant de résultats qu'à cette époque-là. De toute façon. Je crois qu'il en est en Suisse romande à 40 000 spectateurs, ce qui est plutôt bien, vraiment bien. Et il faut savoir que, malgré ce que tu dis, Thibaut, le public continue à venir de manière importante à voir le film. Malgré le mauvais bouche à oreille. Malgré le bouche à oreille qui n'est pas terrible, parce que vous n'avez pas aimé le film, n'est-ce pas du tout, c'est vrai, contrairement à toi, Patrick, oui, c'est vrai. Et puis, moi, je me suis amusé. Mais bon, voilà, donc les gens continuent à aller voir. C'est un des films qu'ils vont voir en priorité, actuellement, toujours, après 5 semaines d'exploitation. Mais est-ce qu'ils sont satisfaits quand Alors ça, on ne sait pas. Ça, c'est autre chose. On ne va pas y aller. Donc plutôt quand même une réussite si on analyse uniquement les chiffres. Donc de cet Astérix, on va passer à une autre news, puisqu'on vous parle de Steven Spielberg dans cette émission, eh bien sachez qu'il a annoncé qu'il allait développer le projet jamais abouti du Napoléon de Stanley Kubrick, qui n'a jamais vu le jour du coup, mais cette fois-ci en série télé pour HBO. Explique-nous tout, Thibaut.
Oui, déjà pour resituer, c'est toujours bon de rappeler que Kubrick et Spielberg étaient des grands amis, même si on a souvent opposé un peu leur cinéma. Voilà, le grand Stanley Kubrick plus cérébral et Steven Spielberg, le roi de l'entertainment. Plus popcorn, ouais. Alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il avait déjà repris un de ses projets dont je parlerai un peu plus tard. Et là, du coup, effectivement, c'était un des grands projets abandonnés de Kubrick, qui va être donc adapté à la télévision, réalisé a priori par Cary Fukunaga, qui a réalisé notamment le dernier James Bond, Mourir peut attendre. Donc on se réjouit de cette nouvelle. Donc on se réjouit, ouais. La dernière fois que Spielberg s'est emparé d'un projet de Kubrick, ça a donné un sacré chef-d'œuvre. Donc là, on peut se réjouir. Patrick, tu te réjouis aussi de cette news? On est juste un peu triste que ça donne pas lieu à un film de cinéma. Oui. Mais après, oui, super réalisateur, projet qui a l'air incroyable, Mais donc c'est vrai que Spielberg ne sera incroyable. pas réalisateur sur cette série. Il faut le préciser. Alors par contre, ça pose quand même la question parce qu'il y a un Napoléon signé Ridley Scott avec Joaquin Phoenix en Napoléon qui va arriver probablement à la fin de l'année. Donc là, est-ce que ça va pas rentrer en concurrence à un moment donné? Je pense que ça va plutôt donner une espèce de highlights comme ça sur Napoléon à un moment sur le sujet et puis les gens regarderont les deux choses, quoi. D'accord. Vraiment. Voilà, donc on va suivre un peu cette nouvelle donc de ce développement de série télé. Bonne nouvelle donc pour tous les deux. On va revenir sur la cérémonie des Césars qui s'est déroulée le 24 février dernier. Souvenez-vous, lors de notre émission précédente, on faisait des pronostics, Thibaut et Patrick, sur les gagnants. Alors on va prendre vraiment les... C'était pas trop mal. Quelques bonnes réponses. Alors on va voir justement, on va analyser avec les 4 prix principaux. On commence par le meilleur film. Alors Thibaut et Patrick nous disaient tous les deux La Nuit du 12. Et oui, vous avez raison, La Nuit du 12 a gagné. Et puis, donc, on le voit à l'écran, effectivement, c'est donc aussi le réalisateur de La Nuit du 12, Dominique Moll, qui a remporté le César du meilleur réalisateur. Patrick, tu avais juste. Bravo. Ah ouais, okay. Tu avais dit Dominique Moll. Par contre, désolé Thibaut, tu avais dit Louis Garrel. Ah ouais, voilà. Ce n'est pas il a gagné lui. le scénario. Et alors, il a gagné le scénario, effectivement. Meilleure actrice, alors là, bravo. Virginie Efira, vous l'avez dit tous les deux. J'étais tellement content. Et franchement, si vous n'avez pas vu Revoir Paris, regardez le film, quoi. Vraiment. Et puis, c'est vrai, Virginie Efira, après 4 ou 6 nominations, je ne sais plus, enfin le César de la meilleure actrice, amplement mérité. Par contre, alors là, vous vous êtes complètement planté. On va revoir cette photo, parce que le meilleur acteur, c'est donc Benoît Magimel. Merci, j'avais un trou de mémoire. Pour Pacifiction, tu avais dit Denis Ménochet, Thibaut. Voilà. Et toi, tu avais dit Louis Garrel, Patrick. Donc là, 0 pointé. 0 pointé. Mais c'était pas attendu, Benoît Magimel, pour la 2e année consécutive. Non, effectivement, c'est assez surprenant. Mais c'est vrai que le film a bien fait parler de lui. Ouais, le film a beaucoup fait parler de lui en qualité. On parlait d'un film vraiment incroyable et d'une prestation quand même assez impressionnante. Donc voilà, mais je l'ai pas vu, donc c'était difficile de. Moi non plus. De pronostiquer dessus. C'est vrai, effectivement. On passe à la dernière news. On va voir ces images qui ont fait vrombir la toile, puisque on a vu un retour dans le costume de Batman d'un acteur qu'on connaît. Vous allez le voir, c'est Michael Keaton. Donc c'était le Batman de Tim Burton à l'époque, dans les années 90. Le revoilà dans le costume dans cette bande-annonce du film The Flash, qui est attendu pour le 14 juin, qui sera réalisé par Andy Muschietti. Mais alors, comment ça se fait qu'on voit Michael Keaton de retour dans le costume de Batman, Thibaut? Parce que maintenant, on est à l'époque du film de super-héros, on explore les multivers, donc les réalités parallèles. Et voilà, ça avait déjà été utilisé du côté de Marvel pour ramener des anciens acteurs dans le dernier Spider-Man, où on ramenait 3 versions différentes de Spider-Man. Donc là, évidemment, que le concurrent d'ici s'empare du même procédé. Mais t'es sûr que c'est le multivers? Parce que moi, en voyant la bande-annonce, j'ai l'impression que c'est une histoire de temporalité avec Flash qui, du coup, lui, comme il va très vite, peut revenir dans le temps. Enfin, machin, il va dans une autre réalité. On aura 2 Batman dans ce film-là, le Batman de Michael Keaton et le Batman de Ben Affleck. C'est bizarre, Thibaut, quand même, parce que j'ai l'impression que toute la promotion mise là-dessus, c'est-à-dire comme si on n'en avait rien à foutre de Flash. Mais par contre, waouh, le retour de Michael Keaton. Mais parce qu'il y a un problème dans The Flash, c'est un projet très compliqué qui est passé par 5-6 scénaristes, plein de réalisateurs. Par des séries télé. Ça a été repoussé. Ezra Miller, qui tient le rôle principal, est embourbé dans tout un tas d'affaires très compliquées. Et donc, c'est un projet un peu casse-gueule. Donc, on appâte les fans avec une valeur sûre, avec Batman. Quoi. Une valeur sûre Batman. Et puis Supergirl aussi, qui était aussi dans les images. Bref, voilà pour nos news donc, du cinéma du mois. On va passer à l'agenda de Patrick. Voilà, prends tes petites notes, Patrick. Allez, on commence
commence avec Aucun ours de Jafar Panahi. C'est à voir au Capitole à Nyon le 13 mars à 20h30 en collaboration avec Vision du Réel. Mais qu'est-ce que c'est Aucun ours? Alors c'est le prix du jury au Festival de Venise en 2022, un film du réalisateur iranien. On est entre documentaire, fiction et mise en abîme du cinéma dans le cinéma, du film dans le film. Ça nous raconte comment le réalisateur tente de réaliser un film à distance car il n'a pas le droit de se rendre sur le tournage. Il faut savoir que Jafar Panahi était au cours de sa carrière récompensé dans les plus grands festivals européens et carrière qui est quasiment tout le temps clandestine, sachant qu'il a été sans cesse opprimé, emprisonné par le gouvernement de son pays. Il vient de sortir de prison suite à une grève de la faim. Je pense qu'il est donc essentiel de découvrir son cinéma qui est vraiment audacieux et de qualité, et puis d'entendre sa parole à travers lui. Voilà. Et un cinéma qui parle de cinéma, à nouveau. Exactement. Voilà, Ouais. c'est dans l'air du temps, visiblement. On reste en Iran avec des séances de Juste une nuit du réalisateur Ali Asghari. Il faut se dire que l'Iran, c'est quand même un pays par rapport à sa situation qui offre un cinéma vraiment hyper intéressant, diversifié et très très créatif et vraiment de très grande qualité. C'est vrai, de plein de genres différents aussi. On a vu du thriller, du film noir, il y a beaucoup de belles choses. Ouais. Alors, Juste une nuit a été présente au Festival de Berlin. Ça allie suspense et drame social. Pendant que ses parents viennent la trouver par surprise, on a une jeune étudiante qui va devoir placer et cacher pour une nuit son enfant illégitime. Donc, on est dans quelque chose entre les Dardennes et le thriller, comme ça un petit peu. Les séances ont lieu dans le cadre des Toiles du Rex au cinéma d'Aubonne, les 21 et 28 mars à 20h30. Et on continue avec Turando, ou Turandot, je ne sais pas comment on dit. Turando, bon, les deux, ouais. C'est au cinéma Odéon à Morges. Ouais, c'est un opéra au cinéma. Pourquoi pas, hein, oui. Ça change un peu. C'est ce que propose régulièrement le cinéma Odéon à Morges avec leur cycle qui s'appelle Opéra Passion. Turandot de Giacomo Puccini, c'est un de mes opéras préférés. Ça se passe dans un pays asiatique, il y a une histoire un peu légendaire comme ça. Et il sera à voir et entendre le vendredi 31 mars à 14h. Très bien, et on termine par le documentaire Cascadeuse au cinéma Rex à Aubonne. Un documentaire suisse récompensé au Festival de Zurich, nommé au Quartz, et qui, comme son titre l'indique, suit des femmes qui travaillent comme cascadeuses dans le milieu du cinéma dans le cinéma, encore une fois. Ah, encore une fois, oui. Et la séance aura lieu le 3 avril à 20h30 au cinéma d'Aubonne, en présence de la réalisatrice Elena Avdija. Eh ben, merci Patrick. Un tout petit mot, Thibaut, parce que je sais que tu as vu Cascadeuse et que tu l'aimes beaucoup. Ouais, c'est super intéressant, un sujet assez peu traité dans le documentaire, un métier dans l'ombre, et en plus de ça, des femmes qui pratiquent ce métier. Et ça permet d'aborder tout un tas de questions hyper intéressantes. Et ouais, le documentaire est vraiment super. Et ben voilà, donc ça fait déjà un premier coup de cœur. Et sans transition, du coup, on passe à vos coups de cœur du mois. Alors toi, Thibaut, tu nous conseilles de louer en VOD, en DVD ou en Blu-ray, enfin bref, de regarder chez soi AI, intelligence artificielle de Steven Spielberg. Bah oui, la thématique, ton t-shirt, tout ça, voilà, qui est sorti en 2001. Alors dis-nous tout. Alors justement, c'était un projet de Stanley Kubrick à la base. Cette AI, c'est une adaptation d'une nouvelle de Brian Aldiss, une nouvelle de science-fiction donc, que Kubrick a essayé d'adapter pendant un certain nombre d'années, mais sans réussir vraiment à trouver une approche qui lui convenait. Il a fini par se rendre compte qu'en fait, ce projet conviendrait beaucoup mieux à la sensibilité de son ami Spielberg, et donc il lui a confié le bébé, et Spielberg a fini par le réaliser du coup en 2001. Ça nous raconte justement un couple dont le fils tombe dans le coma, et donc pour essayer de faire leur deuil, parce qu'ils imaginent qu'il ne va jamais se réveiller, ils adoptent un androïde qui a l'apparence d'un petit garçon et qui va devenir leur fils. Et donc ça va être en fait une relecture au final de Pinocchio, c'est ça, mais dans le domaine de la science-fiction, et on va aborder la question de l'intelligence artificielle, justement, de un robot peut-il aimer, et les êtres humains peuvent-ils aimer ce robot en retour. Donc là aussi, on a toutes les thématiques chères à Spielberg qu'on retrouve dans ce film-là. Et je conseille vraiment ce film pour tous les spectateurs qui ont tendance à dire « oui, Spielberg, c'est cucu, c'est du happy end », tout ça, parce que ça, c'est vraiment un de ses films les plus noirs et les plus durs qu'il ait fait, mais aussi un de ses plus beaux. Donc vraiment une grosse recommandation. Effectivement, et en résumé, on peut vous le dire, chef-d'œuvre quand même, parce que film trop méconnu malheureusement encore aujourd'hui de la carrière de Spielberg, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre. Patrick, tu nous conseilles d'aller en salle à nouveau au cinéma. S'il passe encore, on l'espère, ce film c'est La Montagne de Thomas Salvador. Oui, alors Thomas Salvador, il a réalisé il y a
en 2015 un film qui s'appelait Vincent n'a pas d'écaille. Il aime bien en fait mettre du fantastique dans le cinéma français, un peu, mais sans partir complètement dans le genre fantastique, en étant dans des choses un peu réalistes aussi. Donc Vincent n'a pas d'écaille, c'était l'histoire d'un homme en fait qui, quand il était mouillé, devenait un super-héros. En fait, il avait des super pouvoirs, il était super fort, etc. Et là, c'est un alpiniste. Et là, en fait, c'est un homme qui travaille et qui s'ennuie. Non, c'est un homme en fait qui travaille dans une entreprise de robotique et qui s'ennuie un peu dans cette entreprise-là. Et lors d'une séance, d'une conférence dans une station de montagne près du Mont Blanc, donc tout près d'ici, il va voir cette montagne, il va avoir une irrépressible envie d'aller dans la montagne. Il va tout lâcher, il va partir et il va se faire alpiniste, effectivement. Donc ça, c'est une première partie du film. Et à un moment donné, lors d'excursions comme ça dans la montagne, lorsqu'il monte les cailloux, etc. et tout, il va commencer à entreapercevoir des lueurs dans la montagne qui vont l'interpeller. Et il va avoir un rapport avec ces lueurs assez étonnant. Donc voilà, le film, il convoque le cinéma fantastique dans quelque chose d'assez réaliste au niveau français, avec pas mal d'humour aussi, un traitement décalé, et il nous parle aussi, c'est ce que j'aime beaucoup dans la deuxième partie du film, il nous parle en fait de notre rapport à l'origine, à la nature, et le film est très beau visuellement, que ce soit les plans de la montagne ou les plans avec les lueurs qui sont vraiment étonnants. Donc c'est un film assez étonnant à découvrir. Le coup de cœur donc de Patrick. T'as pas vu encore, hein, Thibaut, hein? Ouais, moi non plus. Donc effectivement, un rattrapage à faire. Alors moi, je vais aussi vous parler d'un coup de cœur personnel. Alors ne regardez pas Patrick, qui va faire des mimiques d'agacement. Voilà. Mais écoutez-moi plutôt, faites-moi confiance. Allez voir After Sun de Charlotte Wells, sorti le 1er mars dans peu de cinéma. C'est à voir à Lausanne et Genève. C'est donc un premier film qui parle des mémoires d'une femme qui se replonge dans ses vacances d'enfance avec son père lorsqu'elle avait 11 ans. Elle cherche à reconnecter justement avec son père à travers des films de vacances et aussi des souvenirs fantasmés, à comprendre peu à peu les tourments que vivait son père à l'époque. Moi, je trouve que c'est vraiment un film bouleversant. Il y a une émotion dans chaque plan, il y a une beauté de la mise en scène, une finesse, une mélancolie. C'est un film qui peut être assez troublant quand même, je tiens à vous le dire, et puis difficile à appréhender au début parce que très nébuleux, très évasif comme ça. Mais moi, j'ai été vraiment bouleversé. Et donc, Patrick ne dira rien, mais Thibaut va dire oui. Ah, mais non, j'approuve complètement. Tu peux pas faire ça. Mais écoute, c'est mon coup de cœur à moi. Voilà, oui, on aura. C'est bien, c'est ton coup de cœur. Voilà, c'est important. C'est ça. Merci, mon cher Patrick. Merci beaucoup pour cette émission, Patrick Dantan. Avec plaisir. On se retrouve donc le mois prochain, en avril. Thibaut, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis vous, qui êtes chez vous, merci de nous avoir regardés. On espère qu'on vous a conseillé plein de bons films. Dites-nous si vous êtes d'accord ou non avec nos cinéphiles en fonction des films. On se retrouve le mois prochain sur NRTV dans l'émission Cinéma. Bye.